Salut, moi c'est Thomas Prat, je suis vice-président chargé de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie. J'ai participé durant toute l'année 2022 aux négociations conventionnelles avec l'équipe de la FFM Care et ensuite au Négo Flash en juin 2023. C'est pour ça que je suis là devant vous. Je vais m'occuper de tout vous expliquer sur l'avenant 7 que je connais sur le bout des doigts pour qu'il ne reste aucune zone d'ombre pour vous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions d'installation en exercice libéral sous convention. Peut s'installer en exercice libéral sous convention le kinésithérapeute qui remplit au moins l'une des deux conditions suivantes. Il justifie d'une expérience professionnelle préalable en kinésithérapie de 2 ans en établissement sanitaire ou médico-social en France. S'il s'engage à exercer au moins les 2 premières années de son conventionnement dans une zone très sous-dotée ou sous-dotée. Les deux conditions peuvent être mixées sur la période de 2 ans, c'est-à-dire faire 1 an en établissement et 1 an en zone sous-dotée ou très sous-dotée par exemple. Concernant l'exercice préalable en établissement de santé, il faut une durée d'exercice minimale correspondant à 70% d'un équivalent temps plein, soit 2240 heures sur 2 ans. Il est possible également de le faire à mi-temps, mais dans ce cas-là, la durée d'exercice est allongée jusqu'à la réalisation des 2240 heures. Concernant l'exercice en zone très sous-dotée ou sous-dotée, le kinésithérapeute doit justifier d'un minimum de 6000 actes réalisés sur les 2 ans. Une nouvelle condition s'applique aux kinésithérapeutes démarrant à compter de l'année 2023, leur formation conduisant au diplôme de masseur kinésithérapeute. À l'origine, l'assurance maladie souhaitait que la mesure s'applique à compter de l'obtention du diplôme en 2028. Cela aurait constitué une inégalité entre les kinés formés à l'étranger dans le cursus plus court, 3 ou 4 ans au lieu de 5 en France, qui auraient ainsi terminé leur formation avant l'entrée en vigueur de la mesure, et auraient donc pu l'éviter, ce qui n'aurait pas été possible pour les étudiants formés en France. Des adaptations sont à venir concernant les territoires ultramarins, et un point régulier de cette mesure sera fait en commission paritaire nationale. À noter que les stages de clinica réalisés par les étudiants en zone sous-dotée ou très sous-dotée ou en établissement durant leur formation sont pris en compte dans le calcul de ces 2 années d'expérience requises. Plusieurs contreparties ont été négociées face à cette mesure. Déjà, que cela ne concerne pas les étudiants déjà engagés dans le cursus. Ensuite, il y a la possibilité d'effectuer l'exercice préalable en établissement à mi-temps. Ensuite, les remplaçants ne sont pas concernés car non conventionnés. Ensuite, les stages de clinica sont pris en compte dans les 2 ans. Enfin, l'aide pour l'accueil d'un stagiaire en zone très sous-dotée est doublée. Et surtout, un groupe de travail sous l'égide du ministère de la Santé est en cours pour harmoniser les tarifs des IFMK. Ce groupe de travail doit remettre ses conclusions avant le 1er janvier 2025. Si les travaux ne permettaient pas d'aboutir à la convergence visée, l'assurance maladie proposera un soutien financier aux nouveaux installés. Il y a un courrier d'engagement ministériel sur le sujet et un courrier d'engagement de la CNAM. Engagement confirmé lors de la reprise du groupe de travail le 4 décembre dernier. Comme déjà dit dans une vidéo précédente, la régulation démographique est la préoccupation majeure de l'assurance maladie. Cela s'est vu tout au long de ces 18 mois de négociations. Le risque était fort ces derniers mois que la direction de la sécurité sociale rédige une mesure de régulation bien plus contraignante qu'une solution négociée et surtout prévue sans contrepartie, notamment de revalorisation tarifaire. Il suffit de lire le rapport Charges et Produits 2023 de l'assurance maladie participe à la préfiguration des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Il mentionnait la nécessité d'une régulation plus stricte des kinésithérapeutes, page 149. C'est ce qui était arrivé pour la profession d'infirmier, qui s'est opposé à un tel dispositif pour se le voir imposé par voie réglementaire. Cela a été répété par les ministres Agnès Firmin-Lebaudot lors de notre congrès en juin 2023, mais aussi Aurélien Rousseau lors de la journée des libéraux de santé le 12 septembre 2023, qui a dit mot pour mot: si on échoue dans la dynamique conventionnelle, on va basculer, et certains en rêvent, dans une dynamique où le Parlement va prendre les rênes, sans doute avec moins d'agilité et de proximité, avec ce qu'est la réalité. Passer ces mesures dans le système conventionnel permet une flexibilité que la loi ne permet pas. Maintenant, apportons des précisions sur l'obligation d'exercice en établissement de santé médico-social. Nous avons eu quelques remarques sur l'impact négatif que cela pourrait avoir sur l'exercice salarié. Alors faisons le constat ensemble. Il y a de nombreux enjeux concernant l'exercice salarié. Tout d'abord, concernant l'avenir de la profession, la kinésithérapie est une expertise indispensable. De nombreux postes de kiné salariés en établissement de santé sont vacants, que ce soit en milieu urbain ou rural. Si les kinés ne sont pas indispensables en établissement de soins, alors pourquoi le seraient-ils en soins de ville? Le kiné en établissement est indispensable à l'avenir de la profession. Il faut avoir en tête que moins le kinésithérapeute est visible, et moins il sera sollicité dans les politiques de santé publique en construction. Il nous paraît important de réaffirmer la nécessité d'actes de kinésithérapie pour éviter des pertes de chance aux patients.
Une rééducation kinésithérapie n'est pas remplaçable, par définition, par des actes d'autres professionnels. Le kiné est le spécialiste de la récupération des troubles fonctionnels. L'ergothérapeute est le spécialiste de la compensation des troubles fonctionnels. L'enseignant en activité physique adaptée est un enseignant permettant aux personnes atteintes de limitations fonctionnelles d'apprendre à effectuer de l'activité physique adaptée à leurs capacités. Le kiné en établissement permet d'évaluer la nécessité de soins de rééducation. Elle permet aux patients de bénéficier de ces soins requis et éviter ainsi des pertes de chance. En permettant aux patients de récupérer leurs capacités fonctionnelles, le kinésithérapeute en établissement est aussi un acteur de prévention des risques professionnels encourus par les soignants. Il allège la pénibilité de leur travail et réduit d'autant leur risque de troubles musculo-squelettiques. Voilà pourquoi il est indispensable qu'il y ait des kinésithérapeutes salariés en établissement. C'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, la kiné salariée a une meilleure rémunération horaire. Le taux horaire est depuis les réformes dans la fonction hospitalière, avec un passage en catégorie A, et les Ségur 1 et 2 de la santé, meilleur qu'en libéral. Cette rémunération a un minima conventionnel. L'établissement ne peut pas être moins disant, mais il peut être mieux disant. Cette rémunération comprend aussi les congés payés, la mutuelle d'entreprise devenue obligatoire, l'accès à des formations, les repas à prix avantageux, ainsi que les avantages du comité d'entreprise. Aujourd'hui, il y a de nombreux postes vacants en établissement, environ 3000 selon le Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, qui a fait une enquête en 2018. Enquête où le Conseil de l'Ordre a fait un état des lieux de la situation de la kinésithérapie salariée, et où il nous dit que le déficit de praticiens a des conséquences aussi bien sur la qualité des soins dispensés aux patients que sur la formation des futurs praticiens. En effet, le manque de terrain de stage est de plus en plus criant et pose des problèmes en IFMK, comme le disait la présidente du Conseil national de l'Ordre, Pascale Mathieu, dans une interview dans Hospi Média en septembre 2023. On estime à 3000 postes vacants en établissement. Mais en plus de cela, il faut différencier le nombre de postes vacants et le nombre de postes pouvant être pourvus par le kiné. En effet, il est courant qu'un poste de kiné vacant de manière chronique soit finalement transformé en poste d'enseignant en activité physique adaptée, ergothérapeute ou psychomotricien. Plusieurs alertes ont été lancées par le Conseil national de l'Ordre, par la CIFMER en 2018, qui précise d'ailleurs « Il faut se garder de penser que la substitution des masseurs kinésithérapeutes par d'autres professionnels, par exemple enseignants en activité physique adaptée, ostéopathe, ergothérapeute, va résoudre le problème. » Une fois que tous les postes vacants seront pourvus, alors il y aura de nouveaux postes qui se créeront, car les directions verront qu'ils pourront être satisfaits. De plus, si les kinés salariés sont plus nombreux, ces kinés auront plus de temps pour investir de nouvelles missions transversales, en particulier la coordination des soins rééducatifs, mais aussi la prévention au sein de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, en particulier la prévention des troubles musculo-squelettiques. Une fois que l'on a dit tout ça, avec le kinésithérapeute à l'hôpital qui est de plus en plus rare et qui disparaît du paysage des soignants, et remplacé par d'autres professionnels, et surtout sans solution proposée depuis 2018, en perspective de changement prochain, le constat est limpide, et les avantages de voir des kinésithérapeutes à l'hôpital sont nombreux, plus nombreux que les craintes que cela peut susciter. J'espère qu'avec cette vidéo vous avez tout compris. En attendant, avec la FFMKR, c'est clair.